Merci bien, Chérif Diop. Nous recevons ce soir Abdoulaye Ndoye, qui est le secrétaire général du CUSEMS, le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire. Merci d'être avec nous, Monsieur Ndoye. Merci, Ndeye Arame Touré. Merci à vous. Je voudrais vous remercier pour l'invitation et puis saluer également toutes nos militantes, militants, sympathisantes et sympathisants et tous les acteurs œuvrant dans le secteur de l'éducation qui nous suivent. Vous avez suivi avec nous le journal et on a vu qu'il y a eu des reportages qui ont été effectués dans certains établissements du pays. L'état de ces écoles-là permet-il aujourd'hui de pouvoir dire que le concept tant chanté de Ubitey Jangitey peut être une réalité? Vous savez, le concept Ubitey Jangitey en soi est une bonne chose. Mais le démarrage effectif des enseignements-apprentissages dans les écoles primaires, les collèges et les lycées du Sénégal ne se décrète pas. Il y a des conditions qu'il faut réunir pour un démarrage effectif des enseignements. Quand on vous parle du CEM de Gawane à Kaolack, qui ressemble plus à un lac qu'à un établissement, oui. Vous avez des écoles aujourd'hui qui sont inondées. C'est des dizaines dans la banlieue dakaroise, un peu partout à travers le Sénégal. Vous avez des écoles qui sont transformées aujourd'hui en champs. Il y a des herbes. Donc il faut non seulement évacuer l'eau, il faut désherber, il faut désinfecter, il faut que le matériel didactique soit en place. Ensuite, il faut que les élèves s'inscrivent pour un démarrage effectif des enseignements. Ce qui veut dire que les enseignements ne vont pas démarrer à partir de 3. Mais le constat est là. Je crois que c'est un constat qui est là. Maintenant, il faut en tirer tous les enseignements. J'ai bien aimé le discours du président des parents d'élèves du collège de Gawane qui dit qu'il faut une solution structurelle. Il faut une solution durable. Il ne faut pas une solution conjoncturelle. Parce que depuis 10 ans, nous vivons les mêmes phénomènes, inondations. Il faut qu'on trouve une solution. Quand on me dit que le lycée Kennedy est inondé, mais ça pose problème. Nous sommes en pleine ville. Alors, mais quelle réponse vous leur proposez? Eux, ils sont dans l'idéalisme un peu. Parce que c'est ça l'idéal, d'ouvrir à date et de démarrer les cours. Vous qui êtes dans la situation, et apparemment il semble que la normalité maintenant, c'est de ne pas Ubitey Jangitey, c'est le contraire. C'est ça la normalité finalement. Je vous l'ai dit, c'est comme la citoyenneté. On dit que la citoyenneté ne se décrète pas. On ne naît pas citoyen, on le devient. Alors, pour ouvrir des enseignements, pour que les cours démarrent, effectivement, il faut réunir les conditions. Est-ce qu'on peut enseigner, dispenser des enseignements apprentissages dans un collège où qui ressemble plus à un lac? Est-ce qu'on peut dispenser des enseignements apprentissages dans un lycée qui est envahi par les herbes? Oui. Est-ce qu'on peut dispenser des enseignements apprentissages dans une école primaire qui se transforme en boue? L'un dans l'autre. Je crois que gouverner, c'est prévoir. C'est une situation que nous avons vécue les années précédentes et nous avons toujours tiré sur la sonnette d'alerte. Parce que nous, le CUSEMS, nous sommes un syndicat d'alerte. Nous alertons. C'est pourquoi aujourd'hui, je crois que les parents d'élèves nous ont rejoints dans cette position. Maintenant, c'est au gouvernement d'en tirer toutes les conséquences pour les années à venir, de prendre toutes les dispositions pour qu'au moins 15 jours avant le démarrage des cours, il faut que toutes les dispositions soient prises. Maintenant, il y a un élément important. Nous sommes dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation avec le transfert des compétences. Je crois que là aussi, c'est important d'impliquer la contribution des collectivités territoriales pour l'aménagement des écoles, pour mettre en place le dispositif nécessaire. C'est une obligation parce que ça figure dans les textes. Mais c'est une obligation. Mais malheureusement, il y a des problèmes parce que c'est vrai qu'il y a eu transfert de compétences, mais il n'y a pas eu transfert de moyens. Aujourd'hui, les collectivités locales ont des difficultés. Mais je crois que l'un dans l'autre, le Sénégal, c'est un seul pays et indivisible. Il faut que les gens comprennent que l'école, c'est du sérieux. On ne parle plus d'école, on parle de l'industrie du capital humain. D'ailleurs, de par le monde, on a créé aujourd'hui l'indice du capital humain, comme on a créé l'indice du développement humain, comme on a créé le produit national brut et le produit intérieur brut. Oui. C'est pour montrer l'importance de l'école dans le devenir des nations. Mais si on veut émerger, si on veut prétendre à l'émergence, à la croissance économique, mieux au développement, il faut investir dans l'industrie du capital humain. Qui dit capital humain dit infrastructure, qui dit infrastructure dit enseignant, parce que ce sont les intrants de qualité pour un enseignement de qualité. On a vu que l'année dernière, on a assisté à une accalmie. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir cette même situation là pour cette année scolaire? Oui, vous savez, quand il y a accalmie, c'est en période de paix qu'on prépare la guerre. L'année dernière, ce n'est pas parce que les problèmes sont réglés. Nous avons donné le temps au gouvernement.
Parce que nous avons dit, nous ne voulons pas créer de confusion. C'était une année électorale. Oui. Les enseignants, malgré les difficultés, les lenteurs dans la matérialisation des accords, il n'y a pas eu de perturbations majeures. Mais quand nous avons évalué le protocole d'accord cette année, d'abord avec le Haut Conseil du dialogue social, oui, dirigé par Mme Innocence Ntap Ndiaye. Ensuite, nous avons eu des assises à Saly, avec le ministre de l'Éducation nationale, les IA et les IF. Mais le bilan est clair. Si vous prenez aujourd'hui la question des lenteurs administratives, cette question persiste toujours pour l'obtention des actes d'intégration, d'avancement, de validation, de radiation. Conséquence, ça plombe la carrière des enseignants. L'enseignant qui n'avance pas ne peut pas compétir au poste de responsabilité. Et pour nous, c'est une aberration. Dès lors qu'on a des inspections d'académie, on a des inspections de l'éducation et de la formation, pratiquement à travers le Sénégal, l'enseignant qui dépose son dossier par voie hiérarchique n'a pas besoin de se déplacer de Kédougou à Dakar, de Ziguinchor à Dakar, pour vérifier est-ce que le dossier a été transmis. On a lancé le processus de la dématérialisation, mais le lancement, ce processus est encore timide. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, c'est une question importante pour la carrière des enseignants, pour l'avancement des enseignants, parce que sinon, ce qui va arriver, aujourd'hui, beaucoup d'enseignants risquent d'aller à la retraite sans être intégrés dans la fonction publique et c'est la catastrophe. Donc ça, c'est un problème qu'on a noté. Deuxième élément, c'est la question du système de rémunération qui est une question essentielle. Le protocole du 17 février 2014, le gouvernement nous avait dit d'attendre les résultats de l'étude sur le système de rémunération. Oui. Le procès-verbal du 6 mai 2015, c'était la même chose. Le protocole du 30 avril 2018, on nous a dit l'étude. L'étude a été réalisée par le cabinet MGP Afrique qui a abouti aux conclusions suivantes. Un système indemnitaire inadéquat et inéquitable. Et aujourd'hui, il propose un système de rémunération juste, équitable, rénové, motivant et attractif. Et le président de la République lui-même a reconnu qu'il y a des dysfonctionnements. Il avait même dit, quand il nous a reçus au palais, qu'il va lui aussi commanditer une autre étude qui sera faite par l'inspection générale d'État pour permettre d'avoir un système équitable rénové. Mais nous sommes toujours au point mort. Le protocole d'accord qui a été signé en avril 2018, est-ce qu'au moins, il y a des acquis? Qu'on puisse dire que pour certains points, ça a été élucidé et le reste qu'on attend encore. Qu'est-ce qui a été fait? Vous savez, j'ai dit que le niveau de matérialisation est très faible. Je prends l'exemple des mises en sol. Mais il existe. Faible ne veut pas il est faible ou il voilà. existe? Non, j'ai dit il est faible. Je parle français, c'est clair. Ok, il existe. Je dirais même très faible. Sur 10 000 mises en solde prévues pour l'année 2019, nous sommes aujourd'hui à 3 400 mises en solde, soit un gap de 6 600. Ça veut dire qu'on risque de ne pas atteindre les 10 000 et ça, c'est un manque à gagner. Le président nous avait dit, en plus des 25 milliards prévus pour le paiement des rappels d'intégration, d'avancement et de validation. Je rappelle que les rappels, ce n'est pas une revendication, c'est une dette que l'État doit aux enseignants. Il avait dit, je vais, qui tourne autour de 70 jusqu'à 80 milliards. C'est beaucoup d'argent. Ça veut dire que les enseignants ont souffert, n'est-ce pas? Alors, il avait dit chaque mois, les 3 années, il y aura une ligne budgétaire de 50 milliards pour apurer pour payer. Ça veut dire dans 3 ans, on va apurer tous les rappels. Mais les 50 milliards prévus pour cette année à cet effet risquent, est-ce qu'on a atteint la moitié? Ça aussi, les fonds risquent de tomber en fonds libres. Alors, je me répète, c'est pédagogique. Alors, je touche un autre point important, c'est la question de l'habitat. On nous avait dit, lors des séances de monitoring avec l'ancien Premier ministre, on nous avait dit qu'on a sécurisé une somme de 3,5 milliards pour l'aménagement des actes de cantine à Ziguinchor et du lac Rose à Dakar. Mais lors des dernières rencontres que nous avons eues, le gouvernement nous a dit que ce financement n'est plus disponible. Ça pose un problème de confiance, de déficit, mais surtout de méfiance. Et c'est dangereux. Alors, moi je me mets dans la peau du parent d'élève. Oui. La psychose, c'est la radicalisation, au-delà des contacts, des échanges, des protocoles d'accord entre le gouvernement et les acteurs. Est-ce qu'on peut se permettre de ne pas être dans cette psychose de radicalisation, notamment le blocage des cours pour les élèves? Oui, je voudrais vous dire, l'enseignant, c'est d'abord un père de famille. C'est un parent d'élève. Nous passons le plus gros de notre temps avec les élèves. Nous avons des enfants qui sont dans les établissements. Nous sommes des responsables. Vous allez visiter les lycées de Dakar, c'est des doyens.
des gens qui sont dans ces lycées, qui sont en service dans ces lycées. Nous ne sommes pas des extrémistes, encore moins des radicaux. Nous sommes dans notre rôle. Notre rôle, c'est d'attirer l'attention du gouvernement. Excusez-moi, vous savez, de vous couper, excusez-moi, ça me perturbe un peu. Comment est-ce que vous vivez cette situation avec vos propres enfants qui vivent justement ces grèves? Vous qui êtes enseignant et qui avez des enfants. Vous savez, je vais vous dire une chose. Comment ça se passe? Non, ça se passe. J'aurais bien aimé comprendre comment réagissent vos enfants. Non, ils comprennent que leurs parents sont dans leur rôle. Le gouvernement, aujourd'hui, vous n'êtes pas responsable, vous les journalistes, n'est responsable que celui qui prend des décisions. La parole est sacrée en Afrique. Et l'administration, elle est écrite. Lorsque, dans une négociation, nous sommes en présence du chef du gouvernement, avec au moins 6 ministres de la République, avec la présidente du Haut Conseil du dialogue social, les organisations œuvrant dans le secteur de l'éducation, je veux citer la COSIDEP, la coalition EPT, les parents d'élèves et les 7 syndicats les plus représentatifs dans le secteur de l'éducation et de la formation. Le Premier ministre dit « je suis garant de l'application des accords ». Mais ce qui fait la particularité du protocole du 30 avril 2018, c'est que justement, on a mis un échéancier. Mais tous les délais ont été largement dépassés. Mieux, pendant 1 an, les enseignants sont restés. Ils ont dit, nous attendons. Vous savez que c'est difficile pour nous. Pendant 1 an, les gens n'ont pas compris. Nous leur avons dit, nous ne voulons pas de confusion. C'était au gouvernement de mettre à profit cette période d'accalmie pour régler les problèmes. Et je crois que la dernière séance de monitoring, même celui qui a été nommé pour le monitoring, a reconnu. Vous prenez l'exemple des parcelles non viabilisées. Ils nous ont dit déposer les listes. Le QCM, c'est moi-même qui ai déposé les listes pour les parcelles non viabilisées. Parce que nous vous avons dit, comme l'État n'a pas d'argent, nous préférons des parcelles non viabilisées. Nous devons mettre à contribution nos militantes, militants, sympathisantes et sympathisants pour aménager, faire l'adduction d'eau, tracer les routes, etc. Depuis 3 ans, il n'y a pas de réponse. Mais ça, c'est un problème. Parce que nous allons rendre compte, dès qu'on signe un protocole, dès que le gouvernement prend un engagement, nous avons le protocole en bandoulière, on fait le tour du Sénégal pour informer. Mais on ne peut pas passer notre temps à justifier la position. Il y a quelque chose qui m'interpelle, Papi. C'est-à-dire, quand on vous écoute parler, on a l'impression que tous les points revendicatifs tournent autour de la question financière. Qu'est-ce qui explique cela? Alors qu'à un moment donné, beaucoup s'intéressent à la qualité de l'enseignement, au type d'enseignement qui est administré à leurs enfants et tout, mais on vous entend très souvent parler de revendications d'ordre pécuniaire. Très bien, c'est une perception, madame. Vous savez, quand vous prenez nos plateformes revendicatives, les premiers points que nous avons défendus, c'est la formation diplômante. Parce que l'enseignant, justement, est le premier intrant qu'il faut former et motiver. Nous avons constaté dans le système éducatif que ce sont des Sénégalais dignes, engagés, qui ne sont pas formés pour enseigner la philosophie et qui enseignent la philosophie. Ce sont les diplômés en sociologie qui sont actuellement en formation. Ceux qui enseignent les mathématiques, c'était des diplômés en économie. Il y avait des professeurs d'économie qui avaient le bac A. Nous avons dit, ça ne peut pas continuer. Parce que la professionnalisation, la qualification, l'enseignant est le premier intrant qu'il faut former et motiver. On a dénoncé également les classes pléthoriques. Parce que nous avons constaté également que la taille moyenne d'une classe pédagogique, c'est 45 élèves. Mais aujourd'hui, nous sommes à 100 élèves dans la banlieue, plus de 100 dans certaines. Dans ces conditions, on ne peut pas avoir de la qualité. On a dénoncé les abris provisoires. 6 000 abris provisoires. Mais ce qui est étonnant, c'est que lors de la dernière rencontre... Mais au-delà du nombre, Abdoulaye, est-ce qu'il n'y a pas la qualité de l'enseignement? Parce que moi, je peux vous donner un exemple. J'ai été à l'école primaire dans une école publique, mais il nous arrivait d'être au-delà de 90 parfois. Moi, j'ai vécu ça personnellement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas confronté à un problème de qualité d'enseignement, au-delà du nombre, de la pléthore d'élèves qu'il y a dans une classe? Non, j'ai dit l'enseignement. Quand on parle de qualité, la qualité interroge la qualification des enseignants, c'est-à-dire la formation. C'est pourquoi nous avons mis l'accent sur la formation diplômante. L'environnement scolaire, c'est les infrastructures, c'est-à-dire les classes, les abris provisoires. La qualité interroge également les résultats des enfants. Parce qu'aujourd'hui, depuis 10 ans, nous tournons autour de 30-35%. Mais la qualité interroge également les ratios. Les ratios, c'est le nombre d'élèves par classe, c'est le nombre d'enseignants en fonction des élèves, mais c'est le nombre d'inspecteurs. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que tous ces facteurs-là ont été largement mis de côté. C'est pourquoi nous disons que si on veut la qualité,
Et c'est revenir à votre question. Oui. On ne se bat pas seulement pour l'argent. Qui parle de formation, qui parle d'environnement scolaire, qui parle de motivation. Parce que l'un dans l'autre, on ne peut pas analyser l'école de manière séparée. C'est un système de vase communicant. Tous les éléments se tiennent. L'enseignant, il a besoin de formation pédagogique, mais il a besoin aussi d'être baigné, d'être mis dans de bonnes conditions, d'avoir une bonne rémunération. C'est ce qu'on appelle la motivation qui entraîne un enseignement. Très bien. Aujourd'hui, quel est le gage que vous pouvez nous donner pour qu'on puisse avoir une année stable? Non, je crois que la stabilité du système éducatif dépendra de l'attitude du gouvernement. D'abord, faire de l'école une priorité, avoir la volonté politique. Faire du financement de l'école une question de souveraineté nationale en innovant. Parce qu'aujourd'hui, on a dit qu'il y a des niches. Mieux, on a découvert le pétrole, le gaz et les éducants. Il faut aujourd'hui un fonds de solidarité pour financer le système éducatif sénégalais. Mais comme il y a un passif aujourd'hui, parce que c'est ça, il y a un passif qui est là, il y a des accords qui sont signés, le gouvernement a pris des engagements, les parents comme les enseignants attendent du gouvernement la matérialisation des accords, ce qui peut rassurer et les enseignants, et les parents, et les élèves. Je vais me mettre volontairement dans une posture partisane. Oui. Pour rebondir un peu sur l'aspect financier, oui. Qui est le soubassement de cette crise qui n'en finit plus. Quand je prends l'exemple du Yémen, l'année dernière, le Yémen a vécu une catastrophe, une guerre terrible. Les enseignants n'étaient même pas payés. Mais à l'ouverture, ils ont été à l'école pour se battre, pour que les enfants puissent rejoindre les classes, sans être payés. Ça vous inspire quoi en tant qu'enseignant? Je peux vous donner autant d'exemples, moi aussi. En quelques Je vous dis rapidement, moi j'ai vu des enseignants qui prennent des motos, qui font plus de 100 km parce qu'il y a un déficit de profs de philo à Saraya, parce qu'il y a un déficit de profs de philo à Nyandam ou quelque part, qui prennent tous les risques avec des motos Jakarta pour aller faire cours. Les enseignants, ce sont les soldats du savoir. Je crois qu'ils méritent décoration. On vous le conseille. Mais la comparaison mais soyez flexible, soyez souple. n'est pas raison. Le Yémen, ce n'est pas le même contexte, ce n'est même pas les mêmes situations économiques, politiques, sociales et culturelles. Nous avons nos propres réalités. Je crois qu'il incombe au gouvernement du Sénégal d'en assumer toutes les conséquences, c'est-à-dire de faire de l'école une priorité, donc, on va rester sur, Oubité Diagne au lieu de Oubité Diagne. Il me reste encore un extrait que j'aimerais proposer au public parce que ce monsieur également a beaucoup écrit et a beaucoup parlé pour la situation des enfants. Il s'intéresse également beaucoup à l'éducation nationale. Cet extrait, nous le suivrons et juste après, on va revenir. Alors, le pourquoi de cet extrait, vous allez certainement comprendre parce que le 1er octobre, c'est également l'anniversaire du PDG du groupe Futur Média, le ministre Youssou Ndour, qui fête son anniversaire le jour de la rentrée des enseignants. On l'entend également dans cette chanson dire le type d'enfants qu'il souhaiterait pour une société émergente. Je pense que c'est également un aspect assez important à souligner, même si au-delà, il faut bien qu'on lui souhaite également un joyeux anniversaire. Oui, un joyeux anniversaire au patron du groupe, à Youssou Ndour, parce que Youssou Ndour, il faut même, il ne faut pas le circonscrire autour de l'entreprise. Il a une dimension, je pense, mondiale, qui est acceptée par tout le monde. C'est pas nouveau. Le contexte peut ne pas être un hasard quelque part, hein, parce que Youssou Ndour investi énormément dans l'éducation. Nous étions encore jeunes quand on l'a vu s'engager pour des causes nobles pour l'école du Sénégal. Et je pense, hein, il ne s'est jamais éloigné de cette démarche. Moi, je voudrais d'abord souhaiter à Youssou Ndour un bon anniversaire. Lui souhaiter une longue vie, beaucoup de santé et puis beaucoup de réussite. Comme il l'a dit, Youssou Ndour aujourd'hui, il a une dimension internationale. Youssou Ndour, c'est pas seulement le chanteur, c'est l'artiste, c'est les Sénégalais, c'est un modèle, c'est une référence pour les jeunes. Moi, je vous dis, comme il l'a dit, il s'est investi. Si vous allez au ministère de l'Éducation nationale, son nom est gravé sur ceux qui se sont investis et qui sont battus pour l'école. Mais moi, je retiens quelque chose que vous ne savez pas. Quand il y a eu la crise de 2007, Youssou nous a reçus à Médina. Je me rappelle toujours, il avait la veste sur le fauteuil, on discutait.
ont discuté, il s'est investi, il a rencontré le président Wade et la dernière rencontre que nous avons eue, on l'a eue au Méridien Président. Et je dois dire qu'en 2007, il fait partie dans l'ombre, il s'est battu pour que, parce qu'il a dit qu'il ne peut pas laisser regarder comme ça les bras croisés. Peut-être que nous, on se rappelle, moi je me rappelle toujours, on était dans son bureau, seul avec des responsables syndicaux et Youssou, on a discuté et donc ne serait-ce que pour ça, je crois qu'il a compris les enjeux de l'école, il a compris l'importance de l'école. Il faudra que le gouvernement, donc je crois que tous les Sénégalais comprennent. Le gouvernement doit aller prendre Youssou Ndour pour être le médiateur afin qu'on puisse avoir une année. Pour nous, l'essentiel, parce que vous savez, je veux dire une chose, c'est important. Oui. Vous savez, si cela ne dépendait que des enseignants, il n'y aurait pas de grève. Merci. Des fois, les enseignants sont obligés de se résigner. Le mois passé, les contractuels ont reçu leur salaire le 15. Mais malgré tout, ils sont restés silencieux. Et nous lançons au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour régler le problème. Merci beaucoup, monsieur Abdoulaye. Merci également à Papis Diaw. Au-delà du souhait qu'on a fait pour le PDG du groupe, j'ai pour habitude, quand je souhaite un joyeux anniversaire, de pouvoir au moins déguster une part de gâteau. Où est le gâteau, Pierre? On se demande où est le gâteau. Donc, on vous souhaite une excellente soirée en compagnie de nos programmes. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Merci à toute l'équipe et mention spéciale à Cheikh Dia.